Il existe un ancien récit attribué à un bureaucrate chinois qui a démissionné de son poste lorsqu'il s'est rendu compte que plus il essayait d'organiser le monde, plus il s'éloignait de l'ordre réel des choses. Ce geste, apparemment simple, touche à un principe central du taoïsme. La souffrance ne naît pas du chaos, mais de la tentative obsessionnelle de le contrôler. Lorsque nous observons le cycle de la réincarnation sous cet angle, la question n'est plus comment y échapper, mais qu'est-ce qui soutient la répétition? La question suivante se pose alors, et si le samsara n'était pas une prison extérieure, mais un schéma interne de perception mal compris? Cela concerne la manière dont l'esprit interprète la réalité à chaque instant. Le taoïsme n'a jamais proposé un salut futur, mais une correction de la relation entre la conscience et le flux. Lorsque l'esprit se fixe, il interrompt le Tao. Lorsqu'il s'attache, il crée des frictions. Lorsqu'il s'identifie, il génère de la répétition. Ce même mécanisme apparaît avec un langage différent dans les traditions indiennes lorsqu'elles décrivent le samsara. Le cycle n'est pas une punition, mais la conséquence logique de la résistance à ce qui est. Ignorer cela transforme la spiritualité en un fantasme compensatoire. Comprendre cela transforme la libération en un processus concret. Le canal Solstice naît précisément de ce point de convergence entre la tradition philosophique, la psychologie et la lecture symbolique de l'expérience quotidienne. L'objectif n'est pas de simplifier des concepts complexes, ni de les rendre uniquement motivants, mais de les rendre intelligibles. Solstice explore les schémas, démonte les automatismes mentaux et traduit les anciens systèmes spirituels en un langage fonctionnel. L'accent n'est pas mis sur la croyance, mais sur la structure. Il n'est pas mis sur la promesse, mais sur la méthode. Lorsque nous parlons d'arrêter le cycle de la réincarnation, nous parlons d'interrompre la production des causes et non de nier les effets. Pensez à une habitude émotionnelle qui se répète depuis des années, même lorsqu'elle n'a plus de sens. Elle ne se maintient pas par manque de volonté, mais par manque de conscience de son mécanisme. Le karma fonctionne de manière similaire. Tant que l'action naît de l'identification automatique, elle produit une continuité. Le choc de conscience se produit lorsque l'individu se rend compte qu'il n'est pas l'auteur isolé du processus. Cette reconnaissance change l'axe de l'expérience. Moksha et nirvana, malgré leurs différences conceptuelles, indiquent cette même rupture fonctionnelle. Dans l'hindouisme, elle se produit par la reconnaissance de l'identité entre la conscience individuelle et la réalité ultime. Dans le bouddhisme, par la dissolution de la croyance en un moi permanent. Le taoïsme, quant à lui, dissout la question en révélant que le problème naît de la séparation artificielle entre le sujet et le flux. Dans tous les cas, le gain n'est pas la transcendance mystique, mais la liberté opérationnelle. La liberté de réagir, de répéter, de se perdre dans son propre récit. Cela redéfinit ce que nous appelons la libération. Ce contenu s'adresse à ceux qui ont déjà compris que les réponses rapides ne résolvent pas les questions structurelles. À ceux qui comprennent que la connaissance de soi exige une méthode et pas seulement une intention. Ce que l'on y gagne, c'est une carte conceptuelle solide pour interpréter l'expérience, la souffrance et la transformation. Ce n'est pas une promesse, mais un outil, une invitation à une lucidité soutenue. Si cette approche vous semble pertinente pour votre moment d'étude, pensez à suivre la chaîne Solstice. En vous abonnant et en likant, vous permettez à ce contenu de continuer à être développé avec profondeur et rigueur. Le contenu suit une progression logique, conçue comme une étude et non comme un divertissement. La continuité fait partie de la méthode. La prochaine étape dépend moins de la croyance que de l'attention. Et l'attention, comme l'enseignent toutes ces traditions, est déjà le début de la libération. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, un prince du clan Shakya quitta le palais pendant la nuit après avoir pris conscience d'une réalité qui lui avait été délibérément cachée jusqu'alors. Les récits anciens décrivent l'impact silencieux qu'eut sur lui la vue d'un corps vieillissant, d'un malade et d'un mort, non pas comme des chocs isolés, mais comme la révélation d'une structure invisible qui sous-tendait la vie quotidienne. Le souvenir de ces rencontres ne disparut pas avec son retour au palais, mais continua à le hanter comme un bruit constant. La vie confortable ne pouvait plus neutraliser cette perception nouvellement installée.
Quelque chose d'essentiel avait été vu et ne pouvait être effacé. Après avoir abandonné sa vie privilégiée, ce même individu a traversé des années de pratiques extrêmes, suivant des méthodes ascétiques consacrées à son époque. Des textes conservent des détails sur des jeûnes prolongés, l'isolement et des exercices de contrôle corporel rigoureux. Cependant, ces méthodes n'ont pas produit le résultat escompté. L'expérience a révélé un paradoxe fondamental. L'effort excessif maintenait le même schéma d'attachement qu'il prétendait dissoudre. Le corps s'affaiblissait, mais la structure mentale restait intacte. Cette constatation n'était pas un échec, mais un fait empirique. Une méthode inadéquate avait été identifiée. La recherche devait changer de direction. Cette recherche abandonne les extrêmes et s'établit dans l'observation directe et continue de l'expérience. Il n'y a pas de trace de vision spectaculaire à ce moment-là, mais d'une attention soutenue. L'esprit est désormais examiné comme un processus et non comme une identité. Les sensations apparaissent et disparaissent, les pensées s'enchaînent, les impulsions apparaissent, sans agent fixe pour les contrôler. Cette observation systématique révèle quelque chose de déconcertant. Ce qu'on appelle le « moi » n'a pas de noyau stable. La répétition de la souffrance semble dépendre précisément de la tentative de fixer ce noyau. La libération commence à être comprise comme la cessation d'une erreur fonctionnelle. Pendant ce temps, dans un contexte culturel différent, des textes attribués à des sages indiens décrivaient un problème similaire avec le langage métaphysique. Les Upanishads parlent d'un principe conscient confondu avec des formes transitoires. L'action naît de cette confusion et produit ainsi une continuité. Le détail pertinent n'est pas la doctrine, mais la convergence analytique. Différentes traditions observent que le cycle se maintient par l'identification automatique au rôle d'agents séparés. Ce récit finit par être confondu avec la réalité. Le cycle se referme sans que cela soit perçu. Le taoïsme ajoute une perspective encore plus subtile en évitant les affirmations ontologiques rigides. Les textes classiques décrivent la perte du Tao chaque fois qu'il y a une tentative de nommer, de fixer ou de contrôler. Le mouvement naturel est interrompu par l'interférence de l'esprit qui recherche la sécurité. Cette interférence n'est pas moralement condamnée, mais simplement observée dans ses effets. Appliquée à l'idée de réincarnation, cette lecture révèle que la répétition naît de la résistance au flux. La mémoire devient attachement lorsqu'elle est utilisée pour définir l'identité. L'identité, à son tour, exige la continuité. La continuité engendre la répétition. Ces archives historiques montrent que la libération n'a jamais été considérée comme une croyance future, mais comme un ajustement immédiat de la perception. Le détail décisif est toujours le même. Voir clairement comment le cycle fonctionne. Il ne s'agit pas de détruire le monde intérieur, mais de le comprendre avec précision. La pratique découle de cette compréhension. L'éthique, l'attention et le discernement apparaissent comme des outils et non comme des dogmes. La transformation se produit lorsque le mécanisme est vu en fonctionnement. À partir de là, la répétition perd sa base. Ce point marque la transition vers une analyse plus approfondie du fonctionnement du cycle et des voies d'interruption. La suite de cette vidéo développe ces structures de manière méthodique, en articulant clairement tradition et expérience. Suivre la séquence permet de comprendre non seulement le concept, mais aussi son application pratique. Rester attentif au développement fait partie de l'exercice même de la lucidité. Lorsque le problème de la répétition est mal compris, les tentatives de résolution ont tendance à renforcer précisément ce que l'on souhaite interrompre. Les stratégies basées uniquement sur la pensée positive, la répression émotionnelle ou l'évasion sensorielle apportent un soulagement momentané, mais maintiennent intacte la structure qui génère le cycle. L'esprit apprend à remplacer des contenus, pas à observer des processus. Cela crée des effets secondaires prévisibles. Dissociation, épuisement psychologique, spiritualisation défensive et dépendance à des stimuli externes. En termes cognitifs, il s'agit d'une modulation superficielle sans restructuration fonctionnelle. Le schéma revient parce qu'il n'a jamais été examiné à sa source. Résoudre les symptômes sans comprendre le mécanisme amplifie la répétition. Le coût
est toujours cumulatif. Une autre erreur fréquente consiste à transformer les pratiques spirituelles en identité psychologique. Lorsque la méditation devient une étiquette, la discipline devient une image de soi et le silence devient une performance, l'ego ne fait que changer de langage. Des études en psychologie contemplative montrent que des pratiques mal orientées peuvent augmenter la rumination et renforcer les biais internes. Cela se produit lorsque l'accent est mis sur l'atteinte d'états particuliers et non sur l'observation de modèles ordinaires. Le système nerveux ne se réorganise pas par anticipation, mais par une exposition consciente et répétée au fonctionnement réel de l'esprit. Sans méthode, la pratique devient une compensation. Avec la compensation, le cycle reste actif. La solution exige de la précision, pas de l'intensité. Une pratique correcte commence par une définition précise de l'objectif. Réduire l'identification automatique aux processus mentaux. Elle ne sert pas à se détendre, ni à vider l'esprit, mais à rendre visible la façon dont les pensées, les émotions et les impulsions surgissent sans centre de contrôle. Cet objectif guide toute la méthode. Sans cette clarté, la pratique se disperse. Avec elle, chaque étape a une fonction spécifique. Le critère de réussite n'est pas une sensation agréable, mais une augmentation de la perception en temps réel. Ce point doit être clair dès le début. La procédure est simple. On choisit une période quotidienne fixe entre 10 et 20 minutes, toujours à la même heure, afin de réduire les variables contextuelles. La posture doit être stable, la colonne vertébrale droite, sans rechercher un confort excessif ni un inconfort délibéré. L'attention initiale est placée sur les sensations physiques de la respiration, en particulier au point où elle est le plus facilement perceptible. Ce n'est pas symbolique, c'est fonctionnel. Le corps ancre l'attention dans le présent sans activer de récit. L'instruction est d'observer, pas de contrôler. La respiration reste naturelle. Lorsque des pensées surgissent, ce qui est inévitable, la tâche n'est pas de les interrompre ni de les analyser. Le pratiquant reconnaît simplement mentalement la pensée et revient à la concentration corporelle. Cette reconnaissance doit être neutre, sans jugement. S'il y a jugement, il est également reconnu comme un événement mental. Ce détail est crucial car il empêche la formation d'une deuxième couche d'identité, celle de l'observateur qui se sent compétent ou incompétent. Chaque retour renforce le circuit neuronal de l'attention consciente. L'entraînement se fait dans ce retour et non dans la concentration continue. C'est ainsi que le schéma commence à s'affaiblir. Après quelques semaines, l'effet mesurable est l'allongement de l'intervalle entre le stimulus et la réponse. Les émotions surgissent toujours, mais elles n'exigent pas d'action immédiate. Les pensées apparaissent sans commande implicite. Cet espace est le point exact où le cycle commence à se rompre. En termes neuroscientifiques, il y a une réduction de l'activation du réseau du mode standard, associé à l'ego narratif. En termes philosophiques, il y a une dissolution progressive de la croyance en un agent fixe. La pratique fonctionne parce qu'elle agit de manière répétée à ce point précis. Aucun autre mécanisme n'est impliqué. Il est important de comprendre que ce processus ne crée pas une nouvelle identité spirituelle. Il fonctionne comme un ajustement fonctionnel de la conscience. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de voir différemment. La pratique offre une cohérence perceptive. Grâce à cette cohérence, les décisions changent, les réactions diminuent et les schémas se dissolvent progressivement. Le gain est une stabilité interne face aux changements externes. Cela redéfinit la liberté en termes opérationnels. La répétition perd son sens lorsque le mécanisme est clairement visible. Pour consolider cet engagement envers le processus correct, il est utile de formuler une phrase simple qui serve de rappel conceptuel et non de mantra émotionnel. Écrivez dans les commentaires la phrase « Je choisis d'observer et d'interrompre le cycle ». Enregistrer cette phrase dans les commentaires renforce l'intention d'appliquer la méthode avec discipline et clarté. Suivre la continuité du contenu approfondit la compréhension du processus par étapes progressives. Le concept de libération du cycle de la réincarnation exige avant tout une redéfinition rigoureuse de ce que l'on entend par cycle. En termes psychologiques et spirituels,
Le samsara ne désigne pas seulement une succession de vies, mais la répétition structurelle de schémas de perception, de réaction et d'identité. Ce qui se répète, ce n'est pas le corps, mais la manière d'interpréter l'expérience. Dans ce contexte, l'ignorance n'est pas un manque d'information, mais l'incapacité à percevoir les processus comme des processus. Lorsque l'esprit considère des phénomènes transitoires comme une identité stable, il crée une continuité artificielle. Cette continuité exige un entretien constant. L'entretien se fait par action automatique. C'est précisément là que le cycle se maintient. Dans le bouddhisme, cette dynamique est décrite par la chaîne de l'origine dépendante, qui montre comment la sensation, l'attachement et l'action s'enchaînent sans agent central. La souffrance survient lorsque cet enchaînement est approprié comme « mien ». La pratique ne vise pas à interrompre les sensations ou les pensées, mais à révéler leur nature conditionnée. Psychologiquement, cela correspond à la distinction entre l'expérience primaire et le récit secondaire. La plupart des souffrances humaines proviennent du récit, et non de l'expérience elle-même. Le nirvana n'élimine pas les stimuli, il élimine la confusion. Il représente l'effondrement de la croyance en un centre fixe qui contrôle le flux. Sans ce centre, la répétition perd sa cohérence. Le taoïsme apporte une contribution unique en évitant à la fois l'affirmation d'un moi absolu et sa négation conceptuelle. Le Tao n'est pas quelque chose à atteindre, mais le cours naturel des choses lorsqu'il n'y a pas d'interférence compulsive. La perte du Tao se produit chaque fois qu'il y a rigidité, nomination excessive et tentative de contrôle. En termes psychologiques, cela correspond à l'hypervigilance et au besoin constant de cohérence narrative. Le Wu Wei ne signifie pas l'inaction, mais l'action sans friction identitaire. Lorsqu'il est appliqué à la libération du cycle, il révèle que la répétition naît de l'effort de fixer le flux. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est cesser de résister. L'application pratique de ces principes converge vers le même axe fonctionnel, l'augmentation de la conscience métaprocessuelle. La psychologie contemporaine appelle cela la métacognition, la capacité d'observer les pensées comme des événements mentaux transitoires. Cette capacité réduit l'identification automatique et modifie les schémas émotionnels de manière mesurable. Spirituellement, cela correspond à la dissolution progressive de l'ego narratif. Il ne s'agit pas d'éliminer la personnalité, mais de lui retirer son statut de fondement. Une pratique correcte entraîne cette observation de manière répétée. L'effet n'est pas transcendantal, il est structurel. Lorsque cette observation se stabilise, un changement qualitatif se produit dans la relation avec l'expérience. L'action continue, mais elle cesse d'être compulsive. Les émotions surgissent sans exiger de justification ou de décharge immédiate. Les décisions deviennent des réponses contextuelles et non des défenses identitaires. C'est à ce stade que le karma, compris comme une continuité automatique, cesse de s'accumuler. La libération n'apparaît pas comme un événement extraordinaire, mais comme une absence de coercition interne. La psychologie et la spiritualité convergent ici avec une précision remarquable. Toutes deux décrivent le même phénomène dans des langages différents. Cette analyse montre que moksha et nirvana ne sont pas des concepts lointains ou spéculatifs, mais des descriptions fonctionnelles d'un esprit qui a appris à voir clairement. Le cycle se maintient tant qu'il y a confusion entre processus et identité. Il se dissout lorsque cette confusion est corrigée. Aucune tradition sérieuse ne propose de raccourcis émotionnels ou de solutions imaginaires. Toutes pointent vers la discipline perceptive et la compréhension directe. La connaissance qui libère n'est pas une croyance, c'est une lucidité appliquée. Et cette lucidité peut s'apprendre, elle est cumulative et vérifiable dans l'expérience quotidienne. C'est en ce sens que la libération cesse d'être une promesse et devient une méthode. Si tout ce qui se répète dans la vie n'était pas une erreur à corriger, mais un schéma à observer, cela changerait votre façon d'appréhender votre propre expérience. Le taoïsme a toujours souligné que l'excès d'intention obscurcit l'intelligence naturelle du processus. Lorsque l'on tente d'atteindre un objectif, on présuppose déjà une séparation. Cette séparation génère un effort. L'effort crée une friction. La friction entretient la répétition. La question n'est pas de savoir comment sortir du cycle, mais ce qui en vous insiste pour tourner en rond.
Tout au long de ce parcours, l'intérêt n'était pas d'apporter des réponses définitives, mais de réorganiser la manière dont les questions sont formulées. Lorsque l'esprit comprend le mécanisme, il relâche la compulsion de résoudre. Ce changement est subtil, mais structurel. Il ne s'agit pas de croire en la libération, mais de reconnaître quand il n'y a plus rien à soutenir. Le gain réel est la clarté opérationnelle, pas le confort émotionnel. Le simple fait de voir le fonctionnement modifie déjà le fonctionnement. C'est à ce moment-là que la connaissance cesse d'être cumulative. Elle devient intégrative. Il existe un vers taoïste qui dit que celui qui sait ne parle pas, et celui qui parle ne sait pas, mais cela n'a jamais été un éloge du silence littéral. Il s'agit de reconnaître que la réalité ne s'épuise pas dans la formulation conceptuelle. Ce qui a été présenté ici ne cherche pas à clore la compréhension, mais à ouvrir la perception. Quand quelque chose est vu directement, il n'est pas nécessaire de le défendre. L'épiphanie n'est pas un moment de lumière, mais l'absence de bruit. Dans cet espace, l'expérience se réorganise d'elle-même. Rien ne doit être ajouté. Peut-être que la contemplation la plus honnête consiste à observer où il y a encore une hâte de conclure, où il y a un besoin de garantir un sens. Le Tao ne répond pas, il s'adapte. Le cycle ne se termine pas parce que quelqu'un en a décidé ainsi, mais parce que quelque chose a cessé d'être alimenté. À ce stade, il n'y a pas de victoire, seulement une cessation. Et la cessation ne fait pas de bruit. Elle ressemble beaucoup à la simplicité. Quelque chose qui a toujours été disponible, mais rarement remarqué. Si l'une de ces idées a trouvé un écho, il vaut la peine de la laisser résonner sans précipitation. La réflexion n'a pas besoin d'être immédiate ni verbale. Parfois, la compréhension mûrit dans l'intervalle entre une observation et une autre. Partager des impressions ou des expériences peut aider à percevoir des angles qui étaient passés inaperçus. D'autres lectures élargissent le champ, non pas comme des réponses, mais comme des miroirs. Chaque trajectoire révèle quelque chose de différent du même processus. Le parcours proposé ici n'indique pas une destination finale, mais une façon de cheminer. Suivre ce chemin consiste moins à être d'accord qu'à observer. L'invitation reste ouverte, silencieuse, sans urgence. Là où l'attention se pose, quelque chose se transforme. Et c'est peut-être la seule conclusion possible qui ne conclut rien. Le reste peut se poursuivre dans les commentaires, les échanges et surtout dans l'expérience vécue.